Je pense que la diversité, l'ouverture d'esprit, la bienveillance sont des choses qui sont de plus en plus importantes et malheureusement de plus en plus rares, et que quand on fait une chaîne YouTube, on la fait pas contre les gens. On apprend constamment. Le jour où on arrête d'apprendre, on est mort. Donc il faut avoir l'ouverture d'esprit d'admettre que ce que j'ai pu dire il y a 2 ans, bah, c'était peut-être une connerie. Et c'était une connerie au regard de la confrontation que j'ai eue, qui m'a permis d'avancer et de comprendre, de mieux intérioriser, et que rien n'est inscrit dans le marbre, surtout pas au niveau de la relation qu'on peut avoir avec une discipline. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Une petite vidéo un petit peu hors série qui va être dans la playlist débat pour reprendre un sujet qui a été mis sur la table par Christophe de la chaîne du réseau de PSX. Et je voudrais lui répondre sur 2 ou 3 thèmes un petit peu particuliers qu'il a pu aborder dans sa vidéo. Je vous la remets dans les fiches là, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et je voudrais revenir sur la problématique qu'il évoque. Et c'est pas la première fois qu'il l'évoque, et je pense que c'est intéressant d'aller un petit peu plus loin et de ne pas rester sur l'écume des choses. Il donne des arguments que je ne conteste pas, mais qui, à mon avis, devraient être un petit peu plus nuancés, ou tout du moins approfondis. Voilà. Comparer les prix avec le site France Inflation entre une locomotive sortie au début des années 2000 et maintenant, va vous donner le résultat de l'inflation, mais il y a une chose qui n'est pas prise en compte même il y a plusieurs choses qui ne sont pas prises en compte sur ce genre de site, c'est toutes les choses qui sont justement exogènes à l'inflation. Parce que l'inflation, c'est généralement est caractérisé du côté du consommateur et pas du côté du fabricant. Or, depuis 2002, on a énormément de choses qui ont augmenté, qui ont même augmenté dramatiquement. Pour commencer, on a passé le pic pétrolier en 2008. Or, les gisements d'exploitation de shale oil et de gaz de schiste ou de gaz bitumineux, l'extraction profonde en mer du Nord, dans le golfe du Mexique et en Arabie, fait que après 2008, on a une tendance à la baisse de l'extraction de pétrole. Or, le pétrole et la chimie du pétrole, c'est peu ou prou 60 à 70% de la charge pour les matières premières. Ça, c'est le premier phénomène. Deuxième phénomène, c'est les extractions de matières premières coûtent de plus en plus cher. On l'a vu, le cas le plus flagrant et celui qui a été le plus médiatisé auprès du grand public, c'est le cuivre. Mais il n'y a pas que le cuivre. Il y a l'aluminium, le zinc, le tungstène, tous ces métaux-là
qui ont pris un sacré coup d'augmentation dans le terrain au niveau tarif, à la tonne. À ce sujet, je vous invite à regarder notamment des vidéos de Aurore Stéphan, qui est une spécialiste de l'industrie minière, qui explique bien que le coût à la tonne a explosé. Et donc pour les équipementiers et les manufacturiers finaux, bah, ces coûts-là auprès de leurs fournisseurs ont aussi de facto énormément augmenté. Et donc ces coûts de matières premières se répercutent sur la réalisation d'un modèle. Ensuite, après, bah, on a les coûts intrinsèques de l'énergie. L'Union européenne, on peut l'aimer, on peut ne pas l'aimer, mais on a quand même enfanté d'une bêtise la plus stupide, qui est le marché global de l'énergie, qui a eu pour conséquence directe d'augmenter les tarifs des coûts de l'énergie globalement en Europe. Il faut voir à l'heure actuelle comment les Allemands s'en sont pris plein la tronche avec cette histoire. Et en plus, il y a un événement qui est arrivé en 2011, qui est le tsunami au Japon et l'incident nucléaire de Fukushima, qui a bloqué les programmes de développement d'énergie nucléaire en Europe, à part la France, avec le PR de Flamanville, qui est toujours pas en service d'ailleurs. Mais ça n'a pas eu pour conséquence de faire une inflation très forte sur les coûts de l'énergie, producteur to business. Je ne parle pas du client particulier, qui lui aussi s'est pris des augmentations et est en train de se prendre les retours des augmentations qui avaient été freinées par les politiques notamment. Donc tout ça, si vous voulez, c'est des strates de charges supplémentaires pour les entreprises du secteur qui ne se comptent pas dans l'inflation. Puisque l'inflation, c'est un index sur les prix de consommation et sur la tendance des prix sur l'ensemble du marché. Sauf que il y a des choses qui ont été en déflation en termes de tarifs. Bon, donc le site France Inflation, par exemple, va vous donner une moyenne. Mais cette moyenne, elle est lissée par les baisses énormes de coûts de certains équipements qui avant coûtaient beaucoup plus cher. Je pense notamment à l'informatique. Je pense notamment au téléphone, à la téléphonie, aux technologies de l'information en règle générale. À l'heure actuelle, on peut avoir un abonnement fibre au débit pour une trentaine d'euros. Ce même abonnement, il y a 20 ans, coûtait plus de 200 balles. Avec le même débit. Parce que, voilà. Donc, si vous voulez, cet indice d'inflation qui est donné, en plus, est très spécifique au marché français, puisque ça s'appelle France Inflation, ce qu'il utilise Christophe, et donc, on ne peut avoir qu'une tendance, et avoir la tendance d'augmentation du prix. Mais ça n'explique pas l'augmentation du prix de tel ou tel modèle entre maintenant et il y a 15-20 ans. On ne peut pas faire cette comparaison comme ça. Ensuite, après, on a un autre phénomène qui s'appelle la géopolitique entre les États, qui fait qu'on a aussi des positions stratégiques sur certains métaux, et notamment les métaux rares, qui ne sont pas rares en soi, mais qui s'appellent les métaux rares, rapport à leur chimie dans le tableau périodique des éléments, de Mendeleïev. Et entre 2005 et 2015, on a les grandes nations influentes qui se sont fait la guerre sur les métaux rares. Et cette guerre, elle a été gagnée par la Chine. Globalement, tous les plus gros gisements de métaux rares sont entre les mains des Chinois. Ce qui a pour conséquence que beaucoup de ces métaux rares
se sont pris une grosse inflation dans la tronche parce que les Chinois ont fait valoir leur puissance, puisque c'était ça leur objectif. Donc, des métaux rares, on en trouve dans nos modèles appliqués au train électrique, à commencer par les moteurs électriques. Puisque dans un moteur électrique, on va avoir du néodymium, on va avoir du cobalt, on va avoir des alliages, notamment pour les collecteurs, etc., qui sont faits avec des métaux rares. On en trouve aussi beaucoup dans l'électronique, hein, l'arsénium de gallium, ça va me revenir. Ça me revient pas. C'est pas grave. En tout cas, on en a, toute proportion gardée, on en a quand même pas mal. Et on en a aussi énormément dans tous les appareils électroniques et informatiques qu'on utilise au quotidien et dont on commence de moins en moins à s'en rendre compte. Donc, quand on prend tous ces éléments-là, ça c'est le volet augmentation matière première, augmentation intrinsèque du coût de l'énergie. Bon, ça c'est deux postes qui peuvent expliquer, et qui expliquent d'ailleurs une partie de l'augmentation d'un même modèle, ou d'un modèle similaire avec 90% de moules communs. Il citait l'exemple d'une Jacquemin, je crois, entre la Jacquemin de 2004-2005 et les Jacquemin sortis récemment. Voilà. Alors, le fait d'avoir des changements technologiques, passer de l'ampoule à la LED, là, effectivement, si on compare le produit en lui-même, ici une ampoule à 3 € et une LED à quelques centimes, c'est effectivement vrai. On peut pas appliquer une linéarité de coût par rapport aux composants qui la constituent. Par contre, on a des process de fabrication qui sont radicalement différents. Quand on avait une ampoule qui était mise dans une espèce de petit carter en injection avec deux fils soudés vers une pieuvre de fil et un moteur, pas la même chose que d'avoir un PCB mis dans un carter plastique, etc. Donc il y a des process qui sont différents, et donc une fois qu'on a compris que le process était différent, l'application du coût, en tout cas du côté du fabricant, n'est pas du tout le même, et donc effectivement il y gagne, etc. Mais derrière il a de la R&D, voilà. Ensuite, après, donc effectivement, certaines techniques et certains matériaux actuels coûtent relativement moins cher en comparaison de ce qui se faisait il y a 20 ans. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a des modulos par rapport au premier poste de matière première. La technologie vient apporter des fluctuations sur ce premier poste. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a ensuite, après, un autre aspect qui est important. Donc on a vu matière première, énergie, démocratisation technologique. Donc ça, c'est les 3 premiers chapitres qui expliquent un prix. Mais ensuite, après, on a un truc qui s'appelle la masse salariale. Or, la masse salariale, ses salaires, les charges, elles suivent l'inflation, pas assez rapidement par rapport à l'inflation, hein, et les augmentations de salaire ne sont pas à l'image de l'inflation, ça c'est malheureusement ce que n'importe quel salarié peut constater. Il y a effectivement une érosion du pouvoir d'achat des individus, des travailleurs, par rapport à l'augmentation du coût global lié notamment à l'augmentation du prix de l'énergie, à l'augmentation des matières premières, à l'augmentation des charges pour les entreprises. Là, je parle de charges, je ne parle pas de cotisations sociales
sur le salaire, parce que les cotisations sociales sont un salaire différé, et en France, la part de cotisations sociales injustement appelées charges salariales sont en fait un salaire différé pour la retraite, pour l'assurance maladie, pour l'école, l'éducation de nos enfants, etc. Donc tout ça, ça va, on va pas rentrer dans un débat MEDEF syndicat, parce que là, on va sortir du cadre. Mais par contre, globalement, la masse salariale sur le coût de la masse salariale sur une entreprise, entre 2002 et 2022 et 2024, il a augmenté, moins fort que l'inflation, mais il a augmenté quand même. Bon, donc ça, c'est la quatrième colonne d'établissement, d'explication, en fait, de cette tendance à l'augmentation du tarif. Mais ensuite, après, il y a une chose que oublie Christophe, et qui, pour moi, est super important pour expliquer l'augmentation du prix. C'est les volumes de tirage. Quand vous aviez un modèle qui était tiré à 5 000, 10 000, 15 000 exemplaires, vous aviez un amortissement global de l'investissement et du coût de matières premières qui était ventilé sur un nombre important d'exemplaires. Quand, 20 ans après, vous refaites un tirage similaire, mais que vous ne le tirez plus à 15 000 ex, mais que vous le tirez à 2500 ex, forcément, mécaniquement, le prix unitaire du modèle augmente. Voilà. Donc ça c'est le deuxième, c'est la cinquième colonne qui est les tirages. Donc énergie, matières premières, masse salariale et tirage. Et ensuite, après, il y a un dernier poste qui sont les postes douaniers. Douaniers et transport. On a eu une augmentation absolument énorme des coûts de transport et des coûts d'importation à cause de différents facteurs. Le premier des facteurs, c'est qu'on a des industries et des lobbies qui ont fortement poussé les États européens et l'Union européenne à augmenter les barrières douanières pour plein de raisons. L'écologie en est une, à mon sens pas assez forte, mais ça c'est un autre débat. Mais il y a un coût à l'import qui est énorme. Ensuite, après, en Chine, spécifiquement en Chine, il y a beaucoup d'industries qui se sont délocalisées à la fin des années 90 en Chine, et entre la fin des années 90 et aujourd'hui, on a une augmentation de près de 300% des salaires des ouvriers chinois, décidée par le Parti communiste chinois. Or, qui dit augmentation des salaires des sous-traitants, des salariés des entreprises sous-traitantes, dit forcément augmentation des coûts à l'importation de produits manufacturés, fabriqués en Chine. Donc, ça, c'est... Voilà. Alors vous allez me dire, si on reprend l'exemple de Rocco, c'est pas pertinent, puisque Rocco fabrique majoritairement en Europe, et donc, du coup, les coûts de fabrication de sous-traitance, c'est un peu le bullshit. Oui, mais non. Parce que... oui, vous avez raison, par rapport à la fabrication d'une locomotive ou d'un wagon ou de n'importe quels éléments moteurs vendus par Rocco, ok. Mais il y a la machinerie nécessaire pour réaliser des modèles beaucoup plus fins, beaucoup plus
Donc, il y a la 7e colonne, qui est le coût des investissements nécessaires en machines, nécessaires à mettre entre les mains d'une masse salariale, et le coût de ces machines, lui, a énormément augmenté. Parce que on a des machines beaucoup plus techniques. Une injecteuse d'Alpax dans les années 70, c'est pas du tout les mêmes que les injecteuses à l'heure actuelle, qui sont robotisées, avec des commandes complexes, qui d'ailleurs permettent de pouvoir faire des moules beaucoup plus complexes qu'avant. Et donc il y a une technologie et un investissement sur la machinerie qui est encore plus lourd que ce qui était fait dans les modèles des années 2000. Si on reprend dans les années 2000, il y a des gaps technologiques qui sont arrivés aussi. Et quand on regarde les outils de CNC, les outils de tempographie et d'impression sur volume, qui ont énormément changé, énormément évolué, et qui coûtent beaucoup plus cher. Donc la phase d'investissement en outillage doit se ventiler sur le nombre d'exemplaires vendus. C'est pour ça que je l'ai mis après le nombre d'exemplaires vendus. Donc, on peut, en tant que consommateur, trouver que cette inflation de prix est déraisonnable. C'est vrai, un modèle qu'on achetait 190 balles dans les années 2000, l'acheter maintenant 450 balles, ça paraît complètement délirant. Or, pour vous donner une idée, c'est le tarif d'une 150Z quand elle est vendue. Elle est vendue 190 €. Alors à l'époque c'était en francs, mais quand on fait la conversion plus l'inflation, c'était 190 €. Et puis maintenant, si une BR50 vendue par Rocco, c'est minimum un billet de 450 en analogique. Donc il y a cette augmentation. Mais il y a un tirage qui est moins important, et il y a toutes les raisons que j'ai précisées. Donc si vous voulez, quand on fait un dézoom macro de l'ensemble de la production et de l'explication de pourquoi on a cette augmentation de tarifs, le fabricant, lui, il a besoin de consolider ses marges avec moins de ventes. Et les marges, elles ne servent pas que à payer les actionnaires. Heureusement, elles servent aussi à financer des nouveaux projets, financer des renouvellements de matériel, payer les salariés. C'est là-dessus tout ça qui prend de l'importance. Et ensuite, après, il y a eu, si on veut être complet, il y a eu une modernisation des métiers. C'est-à-dire que avant, quand vous aviez un modèle qui était créé, vous aviez un prototype qui était fait. Ce prototype servait de master de moule, mais c'était un travail qui est essentiellement manuel. Maintenant, vous avez des techniciens de très haut niveau qui utilisent des logiciels informatiques qui, eux, coûtent aussi de plus en plus cher, de très haut niveau. Donc, ça veut dire qu'on a des formations pour que les salariés en charge de ça aient ces compétences-là. Ces compétences coûtent très cher. Je tiens à rappeler que, par exemple, un designer industriel, son tarif à la journée, c'est 1200 € à peu près, à la journée. Donc effectivement, quand on veut monter en gamme, monter en qualité de reproduction, on va avoir des recherches iconographiques beaucoup plus importantes, iconographiques et documentalistes, une mise en œuvre informatique, la création de tout ce qui est en amont de la fabrication qui va coûter plus cher. Et bien à un moment donné, ce tarif-là aussi, il glisse sur le prix final. Donc, si on veut vraiment être honnête, le modélisme ferroviaire
à partir du moment où il a quitté la sphère de la diffusion de masse, c'est-à-dire de la distribution, notamment en grande surface, avec des tirages par modèle qui dépassaient les 15 000 exemplaires. À partir du moment où on arrive sur des tirages qui sont en dessous de 5 000, forcément, cette augmentation de prix, elle est beaucoup plus perceptible. Bon. Ensuite, après, il faut aussi admettre que on n'est plus dans une industrie du jouet, on est dans une industrie de loisirs techniques élitiste, et forcément, au niveau du tarif, on a cette réciprocité du prix qui fait que l'impression globale fait que, effectivement, on n'est plus du tout dans les mêmes gammes tarifaires, et que par rapport à un salarié au SMIC, effectivement, on arrive sur des limites d'acceptabilité du prix et de capacité à pouvoir acheter. Bon. Alors, vous avez vu que dans tous ces exemples-là, je n'ai pas parlé d'un truc qui a impacté l'ensemble du monde, à tort ou à raison, qui a été les événements de 2019-2020, à savoir la pandémie de Covid-19, qui a eu, faut quand même s'en souvenir, qui a mis un frein global de près de 60% des capacités productives de tous les pays. Et dans les capacités productives, je parle aussi du transport. Ça a tout désorganisé. Et cette désorganisation des chaînes d'approvisionnement, de la supply chain, a eu pour conséquence de faire flamber les prix dans des domaines que le particulier qui va déballer sa machine ne va pas avoir conscience. Et, excusez-moi, j'ai les chats qui se mettent à être actifs. Et donc, du coup, quand on reprend l'ensemble de ces facteurs, effectivement, en 2024, on a des fabricants qui nous annoncent des machines, qu'elles soient analogiques ou numériques, à des prix qui commencent à être très limites pour une grande partie des modélistes, et donc, du coup, qui va avoir pour conséquence deux choses. Un, que les volumes fabriqués ne seront pas acquis. Alors, ça, c'est de la conséquence de la mévente prévisible, ne va pas impacter directement les fabricants. Elle va d'abord impacter les revendeurs. Et ça, j'en avais déjà parlé, dans le sens où les premiers à trinquer, ça va être les revendeurs. Ce qui, d'une certaine manière, arrange à moyen terme les fabricants. Parce que les fabricants, eux, quand ils ont fait leur tirage, ils ont déjà vendu le matériau aux revendeurs, les matériaux fabriqués. Donc, c'est plus comme avant, où on faisait un ordre d'achat auprès d'un fabricant, on payait à 90 jours fin de mois, et puis si on avait vendu le modèle, tant mieux. Si on n'avait pas vendu le modèle, c'était dans la trésorerie du détaillant. Là, non. Le détaillant, il commande un modèle au fabricant, il le paye cash, et il reçoit le modèle ensuite. Donc, du coup, la trésorerie n'est plus faite par le détaillant, mais par le fabricant directement. Donc, il n'y a plus de... Il n'y a plus de phénomène de dépôt-vente, si vous voulez. Donc, ceux qui vont trinquer à cause de la mévente d'un modèle à 400 balles, c'est le détaillant qui aura dû le sortir de sa poche. Modulo, la marge de 10 à 30 qui va se faire sur le prix. Voilà. Donc, les premiers à subir
les méventes, ça va être les détaillants. Et les détaillants, à un moment donné, ils vont plus être en capacité de pouvoir amortir ce genre de surcoût. Ce qui montre d'ailleurs pourquoi les fabricants, dans leur grande majorité, se sont mis à vendre en direct. Ce qui d'ailleurs leur permet de pouvoir récupérer la marge qu'ils laissaient à des tiers chargés de vendre leurs produits, à une holding de vente, ce qui fait que du coup ils récupèrent 30 points à 40 points de marge dans leur bilan financier de leur holding, au passage. Donc ça, c'est pour ça que, si vous voulez, cette augmentation de tarifs pour les fabricants, je dis bien pour les fabricants, ils s'en inquiètent, mais ils ne sont pas encore en danger. Ceux qui sont vraiment en danger, c'est les détaillants. Mais ils commencent sérieusement à se dire qu'ils vont avoir un problème par rapport à l'augmentation qualitative des modèles qu'ils ont mis versus capacité du marché à absorber les modèles qui sortent. Et ça fait déjà 1 an et demi que c'est un truc qui commence à empêcher de dormir certains commerciaux de certaines entreprises du secteur. Donc, si vous voulez, voilà, on est un petit peu là, et cette vidéo que je fais en réaction avec ce que disait Christophe dans sa vidéo anniversaire de sa chaîne, fait qu'effectivement, voilà, le complément d'information que je voulais donner, c'était vraiment là-dessus, de dire que c'était pas aussi binaire que lui-même le disait. Voilà, je pense que ça donne un peu une vision un petit peu moins manichéenne et binaire quand on essaye de s'intéresser sur les grands phénomènes macroéconomiques qui impactent le modélisme. Et c'est vrai que, par exemple, là je vous parlais de la pandémie de Covid-19, suite à la pandémie de Covid-19, on a vu le mètre de rail flexible Peko passer de 4 € à 6 € l'unité. Voilà. Est-ce que c'est uniquement le Covid-19 qui va expliquer ça? Non. Il y a l'augmentation des prix des matières premières. Le Myshore est un métal dont les matières premières nécessaires pour le réaliser coûtent de plus en plus cher. Le nickel, le cuivre, etc. Le plastique des traverses coûte plus cher. La main-d'œuvre a pris un petit peu en termes d'inflation de masse salariale, etc. Les assurances, parce que il y a aussi une chose, alors ça c'est le petit point, et c'est très vrai en France, parce qu'il y a eu l'État-providence qui a déversé énormément de pognon et qui a aussi permis aux entreprises de survivre malgré le fait qu'elles n'avaient pas d'activité, puisqu'il y a eu un arrêt total, quasi total, et c'est très vrai en Europe, à cause du Covid, et donc c'est de l'argent public, donc les impôts, hein, vos impôts, qui ont permis aux entreprises de survivre pendant une période où elles n'avaient pas d'activité, où elles étaient en activité restreinte. Et donc forcément, ces choses-là, quand les entreprises ont été obligées de faire des emprunts à taux zéro auprès des banques, eh ben, dans leur bilan, elles doivent assécher ça, elles doivent assécher ces emprunts, et donc elles doivent augmenter aussi les prix. Donc si vous voulez, c'est un millefeuille qui rend l'augmentation totale du prix d'un modèle réduit un peu plus complexe, un peu moins binaire que les remarques que pouvait faire Christophe, que j'apprécie d'ailleurs par ailleurs, donc c'est pas une critique vis-à-vis de lui, c'est vraiment un complément, je pense, de réflexion
C'est d'ailleurs comme ça que je le prends. Je voudrais aborder aussi deux autres points qu'il a cités vis-à-vis de la chaîne et vis-à-vis de l'environnement. On ne peut pas, quand on décide de faire une chaîne, moi je le vois, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà. On a forcément on a, qu'on le veuille ou non, sur les chaînes, un éditorial, une façon d'exprimer les choses, une façon de vulgariser les choses. Et il y a forcément des gens pour qui ça ne va pas plaire. On peut aussi avoir des avis tranchés, des coups de gueule, une programmation neurolinguistique phrasé, etc., qui fait que ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, moi, je comprends, à un moment donné, qu'on puisse s'énerver sur telle ou telle réflexion, sur tel ou tel message, qui, à un moment donné, laisse sous-entendre qu'on vient un petit peu asticoter le youtubeur qui fait sa chaîne. Et là où je me range totalement avec lui, c'est que la critique est facile, mais quand il s'agit de faire, il y a déjà beaucoup moins de gens. Moi, j'ai une ligne éditoriale sur Wessenheim qui se construit avec le temps, avec la chaîne, qui est de vous donner mon point de vue, ma vision des choses, et je suis tout à fait conscient que ça puisse ne pas être le point de vue de la majorité. Moi, je ne fais pas une chaîne en pur conformisme de classe ou de complaisance. Il y a des fois, j'ai eu des désaccords très fermes, notamment avec la presse. Bon, je suis bienveillant, ils font un travail qui est, je pense, nécessaire, puisqu'ils existent. Après, on peut toujours critiquer, je pense qu'on a le droit de critiquer, on a le droit de remettre en cause, on a le droit de questionner, tant que ça se fait dans le respect du travail des autres. Voilà, alors après, on peut aussi regretter, on peut émettre des choses, on peut collaborer ou pas. Après, moi je pense qu'on est dans un secteur qui est suffisamment en difficulté pour plein de raisons, et on pourrait en citer... D'ailleurs, il y a une thématique qu'il a citée, je vais en revenir après, sur la capacité des jeunes générations à faire des choses de leurs mains, et la capacité aussi qu'a le système éducatif à ne plus se mouiller pour des questions d'assurance et pour des questions de prise de risque. Parce qu'on est dans une société maintenant qui veut à tout prix prévenir les risques, et qui fait j'ai encore oublié le nom, mais ça va me revenir. En tout cas, qui à un moment donné, par paresse, se cache derrière des considérations préemptives de sécurité, alors que bon, il y a des fois... Enfin, moi, je me souviens, hein, quand j'étais en troisième ou en quatrième, j'avais pris un fer à souder dans le mauvais sens, je m'étais brûlé au premier degré la main, j'avais une cloque pendant une semaine, ça m'a pas empêché de continuer, hein, si vous voulez. Mais bon, voilà, il y a une espèce de surprotection, d'américanisation de la société, et de la crétinisation globale ça, c'est un autre débat, c'est un débat sociétal, et c'est bien au-delà du sujet que je voulais traiter là maintenant. Mais voilà. Donc en ce qui concerne les choix éditoriaux des uns et des autres, moi je trouve que c'est justement la diversité qui permet d'y trouver son compte. On peut ne pas être fan de tous les choix éditoriaux des uns et des autres. Dans ce cas-là, on ferme son navigateur et puis... on regarde pas la vidéo, etc. Moi, je suis toujours très
étonné, notamment sur les systèmes des réseaux dits sociaux, des pouces vers le haut, des pouces vers le bas. Alors, c'est un mécanisme qui donne, qui impacte le contenu par rapport aux algorithmes. Et Dieu sait que les algorithmes posent énormément et vont poser de plus en plus de problèmes dans la société. Mais moi, j'ai toujours trouvé ça curieux, les gens qui mettaient des pouces vers le bas. Qui exprimaient le fait qu'ils n'aimaient pas un contenu. Bah, si t'aimes pas le contenu, tu le regardes pas, et puis tu passes à côté. Le fait de l'exprimer montre un certain plaisir pervers et anonyme d'emmerder celui qui s'est cassé la tête à faire un contenu. Donc pour moi, j'ai toujours trouvé ça assez malsain. Quels que soient les réseaux sociaux, je trouve que autant mettre un cœur, un pouce vers le haut pour dire « j'ai apprécié ton contenu et je fais l'effort de te le dire », je trouve ça plutôt pas mal. Le fait de mettre un commentaire en disant « je pense que je comprends ce que tu dis, mais je ne partage pas ton point de vue », et donc du coup ouvrir un débat, je trouve que les réseaux sociaux à ce niveau-là ont apporté quelque chose de très intéressant. Le fait de jeter sa fielle et son acrimonie en disant « vous êtes nuls », ou alors donner des noms d'oiseaux, etc., sans, à un moment donné, créer le contact, je trouve ça particulièrement curieux que quelqu'un mette de l'énergie sur un truc qui n'a comme finalité que d'être stérile et que de faire mal la personne qui va le recevoir. Voilà. Mais après, y a le confort de pseudo-anonymat conféré par le fait qu'on passe à travers un médium et que vous n'êtes pas face à la personne pour lui dire à quel point vous l'aimez pas. Parce qu'en règle générale, quand on fait ça face à face, on a une bonne chance, en tout cas avant que nos sociétés deviennent complètement aseptisées, de s'en prendre une dans la gueule. Maintenant, ça devient plus rare parce qu'on est dans une société de tafioles. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Et je vais pas me faire que des copains en disant ça, mais disons qu'on a une société qui est beaucoup plus policée en apparence et beaucoup plus violente de façon cachée. Ça, je pense que tout le monde peut l'admettre, que le risque de s'en prendre une était plus important dans la période après-guerre et même avant la Seconde Guerre mondiale, que maintenant où on prend le droit d'insulter les gens comme ça gratuitement sans réfléchir à l'impact que ça va avoir quand eux vont le recevoir, parce que de toute façon, ça, on aura déjà passé à autre chose. Donc moi, c'est les choses en réaction de ce qu'il dit, et je suis assez d'accord avec lui là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui est partagé par l'ensemble des youtubeurs, parce qu'à partir du moment où on commence à avoir une audience qui augmente, et c'est bien d'avoir une audience qui augmente, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on a des gens qui prennent du temps pour regarder un contenu. Après, que ce contenu, on le fasse pour soi et qu'on le partage, ou que ce contenu, on le fasse pour les autres, pour créer du débat ou pour créer de l'interaction sociale, parce qu'on est de plus en plus des individus isolés dans une société et qu'on a de plus en plus envie et besoin de maintenir des liens sociaux malgré le fait qu'on soit de plus en plus isolé dans la vie de tous les jours. Voilà, tout ça, c'est des raisons qui font qu'à un moment donné, on fait ou on ne fait pas. Mais c'est vrai que se manger des critiques un peu gratuites de la part de personnes qui ne font pas le quart du dixième de ce que l'on fait, bah, ça énerve, et deux, quelle est la légitimité de la critique, du coup, enfin, je veux dire, pourquoi prendre la peine de faire de l'énergie si vous n'aimez pas un contenu, bah,
Vous aimez pas le contenu, vous passez à autre chose. Il y a maintenant des millions de vidéos sur la plateforme YouTube, par exemple, des milliards même de vidéos. Et puis il y a plein de YouTubeurs, et dans le YouTube game français du modélisme, il y a plein de chaînes, et c'est tant mieux, et c'est très bien. Chacun fait son bonhomme de chemin, montre des choses, traite des sujets, ou pas, avec plus ou moins de légèreté ou pas, en se prenant plus ou moins au sérieux. Bon, moi, à titre personnel, j'explique avec mes mots. Ça a été notamment le cas cette semaine, pour les gens qui ont regardé les vidéos de cette semaine, sur la problématique de câblage et les problématiques que j'avais eues. J'ai fait une explication de vulgarisation. Cette vulgarisation, elle est, je l'espère en tout cas, de la façon dont je l'ai pensée et je l'ai dite, là pour expliquer dans les grandes lignes. Maintenant, je ne suis pas, et j'ai jamais eu la prétention de l'être, une chaîne dont l'éditorial était de traiter de façon rigoureuse toutes les questions. Voilà, moi j'ai pas mal de thèmes sur la chaîne qui sont traités. Il y a des thèmes sur lesquels je suis plus confortable que d'autres, parce que c'était mon métier. Donc, tout ce qui touche à la couleur, à la photographie, au traitement et au post-traitement d'une image, etc., c'est quand même mon métier. Donc, avant d'être éleveur de chats. Donc c'est quand même un peu des choses sur lesquelles moi j'ai une expertise. Après l'électronique, j'ai eu pas mal de réapprentissage par rapport à mon cursus d'électronicien, parce que j'ai fait un bac génie électronique, anciennement F2, pour ceux qui se repèrent au classement des filières d'éducation dans les années 80. Donc moi j'ai un bac F2, génie électronique. Donc il y a certains trucs où j'ai des réminiscences, et voilà. Et puis que j'essaie quand même de m'intéresser, et puis que ça faisait 2 ans que j'étais dans un projet dont c'était l'un des thèmes importants. Donc c'est sûr que j'essaye de donner des réponses, parce que j'ai plein de questions de gens qui me posent des questions et qui à mon avis sont assez intéressants à traiter, parce que, comme je le disais, on a eu, avec notamment l'arrivée du numérique, un changement de philosophie, y compris dans le câblage, où d'un côté on a un câblage qui est là pour véhiculer de la puissance sans trop se poser de questions. Et maintenant, on a un câblage qui doit passer de l'information. Et ce câblage et cette information, si on fait n'importe quoi sur le câblage, ça marche pas bien. Voilà. Donc voilà, ça c'était le sujet, l'ensemble des sujets sur lesquels j'ai réagi un petit peu sur la vidéo de Christophe. C'est pas la première fois que je réagis à des vidéos qu'il fait. En bienveillance, moi je suis pas du tout là pour lui dire non, il a tort, et ce qu'il dit c'est de la connerie, etc. Non, non. Voilà, Christophe a un éditorial de sa chaîne, il a fait les choix, il vous a d'ailleurs expliqué dans cette vidéo que je remets là dans la fiche la fréquence des vidéos, etc. Et moi je trouve ça très bien. Il y a certains thèmes qui m'intéressent plus que d'autres, il y en a qui me saoulent. Parce que je suis pas particulièrement... D'ailleurs, lui-même l'a dit, hein, il y a une des vidéos où il a mis énormément de temps à la faire. Moi, cette vidéo m'a énervé au bout de 2 minutes, donc je l'ai pas regardée, parce que ça m'a énervé. C'est pas ça que je cherchais en regardant sa chaîne. Bon, avec le titre de la vidéo, je me doutais bien que ça allait être une gaulerie, mais voilà, c'est plaisant. Il a un ton, mais il a une légitimité. Cette légitimité, déjà, c'est qu'il a une chaîne avec 3500 abonnés, et que, comme Wessenheim, comme Bienvenue à Wessenheim, il propose du contenu à la fréquence qu'il veut. Alors, bon, moi, ça me fait rigoler, parce que il dit qu'il a des vidéos jusque le printemps 2026. Bon, moi, je comprends qu'il fasse le choix
de faire 1 ou 2 vidéos par mois, et donc du coup, comme il a préparé plein de contenu, il a du contenu d'avance, sur 1 an et demi d'avance. Voilà, je comprends, mais bon, je trouve que c'est arrivé à ce point au niveau des vidéos, bah, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a un déphasage entre les questionnements des gens et... mais c'est le choix éditorial de sa chaîne, et moi, j'ai rien à dire là-dessus. Je peux trouver ça curieux, mais c'est pas le choix que j'ai fait sur Wessenheim. Alors, sur Wessenheim, il y a... moi, je reviens là-dessus et je vais conclure là-dessus, parce que ça fait déjà pas mal de temps que je parle. J'ai un élément dans l'ADN de la chaîne que je n'ai pas envie de perdre, c'est que, à la base, c'est un vlog. Donc c'est une chaîne qui est faite d'abord pour moi, pour être le témoignage du travail que je fais sur mon réseau, au rythme que je le fais, en choisissant l'activité du jour, que vous allez voir le lendemain, le surlendemain, etc. Et au fur et à mesure, parce qu'il y a eu une demande de la communauté des gens qui regardent la vidéo, il y a eu des dossiers thématiques qui ont été faits, il y a eu une volonté de faire acte de pédagogie pour expliquer ce que j'étais en train de faire, mais à la base, c'était pas du tout ça ce que je faisais. Moi, je faisais des vidéos pour que j'ai l'impression que ce truc, ce paquebot énorme qu'est le réseau de Wessenheim, avance. Parce que c'est un projet tellement grand en termes déjà en termes de volume d'espace que ça prend chez moi, hein, parce que là, voilà. Mais c'est, voilà, quand on a des projets très comme ça, alors il y en a qui vont dire, vous allez faire des diagrammes de Gantt, etc. Non, enfin, mais quand on a un projet qui est très très grand comme ça, on a des phénomènes de perte de motivation, des impressions qu'on n'avance pas, ou qu'on est obligé de refaire des trucs qu'on avait fait avant, parce qu'il y a eu une maturité qui est supplémentaire qui est arrivée, et puis on regarde le truc et on se dit, ce que j'ai fait c'est merdique, je vais avoir plus de frustration à essayer de le maintenir, à maintenir un fonctionnement propre que de le refaire de A à Z. Ah, donc tout ça, tout ce témoignage-là, c'est ça que moi je montre sur la chaîne. Maintenant qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec moi, avec ce que je dis, ça me pose aucun problème. Moi je comprends qu'à un moment donné, on puisse se dire, ah, il se la pète, Non, non, moi je m'adresse à vous pour vous délivrer, l'état de mes réflexions, et Dieu sait que dans certains domaines, ça a énormément évolué. Il faut regarder notamment les vidéos sur le digital et les topologies digitales, les coups de gueule successifs que j'ai faits. Et quand on les regarde chronologiquement, ce qui est toujours très très dur avec YouTube, parce qu'il ne vous propose jamais les vidéos chronologiques de la chaîne, il va vous mettre en avant une vidéo, on ne sait pas pourquoi, mais bon, ça c'est les algos. Mais voilà, il y a une évolution de la vie, il y a une évolution de l'appréciation technique, etc. Il y a des apprentissages, parce que on apprend constamment. Le jour où on arrête d'apprendre, on est mort. Donc il faut avoir l'ouverture d'esprit d'admettre que ce que j'ai pu dire il y a 2 ans, bah, c'était peut-être une connerie. Et c'était une connerie au regard de la confrontation que j'ai eue, qui m'a permis d'avancer et de comprendre, de mieux intérioriser, et que rien n'est inscrit dans le marbre, surtout pas au niveau de la relation qu'on peut avoir avec une discipline, ça change, etc. Et donc effectivement, bah, au final, on a parfois des contenus qui se contredisent. Et moi, je pense que c'est bien, parce que ça veut dire que derrière,
on n'est pas resté sur un acquis en disant je vais faire une forteresse, et cette forteresse, c'est... non. Voilà, moi je pense qu'avec la chaîne Bienvenue à Wessenheim, il y a des choses, une vision qui a changé, une maturité qui a changé, et ça va continuer comme ça. C'est-à-dire que il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas, il y a des échecs, il y a des tentatives de vouloir bousculer le statu quo, il y a des coups de gueule. Il y a des choses qui restent globalement un petit peu l'ADN de la chaîne, parce que c'est l'ADN de ma personnalité, et que ça évolue beaucoup plus doucement. Mais voilà, donc je pense que la diversité, l'ouverture d'esprit, la bienveillance sont des choses qui sont de plus en plus importantes et malheureusement de plus en plus rares. Et que quand on fait une chaîne YouTube, on la fait pas contre les gens, contre une communauté, contre des... moi, et là-dessus, je vais être peut-être plus nuancé que je l'étais par le passé, peut-être parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on acquiert une maturité différente, ou qu'on a un état d'esprit différent, etc. Je n'ai pas... vocation à dire que un tel, ou que tel organe officiel ou pas dit des conneries ou font des conneries. Chacun est libre de mener, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet de créer une audience, d'avoir sa ligne éditoriale. On est libre d'y adhérer ou pas, et si on n'y adhère pas, il suffit simplement de cliquer sur une autre vidéo et de regarder une autre vidéo, ou de fermer le navigateur et de revenir dans le monde réel. Voilà, ça sera tout. Cette vidéo est un petit peu longue. Je tiens encore une fois à remercier Christophe de la chaîne du réseau de PSX, parce que c'est un peu grâce à lui que cette vidéo a été faite aujourd'hui, et que j'aime beaucoup avoir des dialogues avec lui par vidéo interposée. Ça permet d'échanger, et ça, je pense que c'est très riche. Je tiens aussi à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne Bienvenue à Wessenheim. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour la suite du câblage et de la construction du réseau. Là, comme je vous l'avais dit, mois d'août, câblage. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, et puis si vous en avez l'occasion, faites du train. Ciao!